Je sais que c'est curieux d'entendre ça, mais le monde de l'entrepreneur et le monde politique, c'est pas les mêmes mondes. Et ce n'est pas les mêmes règles, et c'est bien que ce soit pas les mêmes règles. Et donc le fait de dire, on prend un Elon Musk et on va se la jouer à la Tesla pour piloter les États-Unis, ça va pas marcher. On verra, hein, mais mon pari, c'est que ça va pas marcher. Il y a une fille qu'on entend énormément sur les plateaux de télévision, que je ne connaissais pas, Asma Mala, qui a un discours, mais qui est flippant. Un de ses discours, c'est de dire que la Silicon Valley s'est organisée, qu'il y aurait comme une sorte d'organisation secrète. Alors ça, je supporte pas. Voilà. C'est presque conspirationniste. D'ailleurs, c'est là-dessus que je me suis accroché la première fois avec elle. J'ai un truc qui me rend un peu dingue, c'est la notion de complotisme. Soit tu nommes les choses et tu dis c'est un tel et tu expliques pourquoi. Et tu le démontres. Soit tu fais pas ça. Je pense que Trump et Musk se disent tout ça c'est nul et nous on va fixer le cap et puis on va le tenir et on va rouler sur la tronche des gens pour y arriver. Alors tous les gens qui ont une culture d'entrepreneur potentiellement comme moi se disent en fait nous c'est ce qu'on a fait toute notre vie, move fast and break things, c'est cool et en fait ça marche. Mais quand j'ai commencé à faire ça à la commission, j'ai dit aux gens mais vous me prenez la tête, l'objectif c'est ça, un peu comme ça tu vois. Et ils m'ont dit ouais, ok, on est d'accord, mais tu ne vois pas la complexité de ce qui te fait face. C'est pas un produit que tu vends, c'est des gens, et ces gens-là, ils sont très divers, et ton rôle, c'est de répondre au bien commun. Ce qui est important, c'est d'avoir un projet explicite commun. Tu veux lancer ta boîte façon Silicon Valley, mais t'as pas le temps ni l'envie de te battre avec l'administration française ? Conto est là pour te simplifier la vie d'entrepreneur. Quelle que soit la forme juridique de ton entreprise, Conto, c'est l'offre tout en un qu'il te faut pour te lancer. Accompagnement juridique pour ta création, dépôt de capital, compte pro avec outils de facturation intégrés, pré-comptabilité, tout est 100% en ligne. Et en plus, la création d'entreprise est offerte. Tu paies juste les frais légaux obligatoires. C'est simple, rapide, efficace. On dirait que ça vient de San Francisco, mais non, c'est une start-up bien française et franchement, on les adore chez Silicon Carnet. Et on n'est pas les seuls. Une entreprise sur 5 choisit Conto pour sa création d'entreprise. Ça s'appelle conto.com et ça s'écrit QONTO.com. Bienvenue dans Off the Record. Aujourd'hui, on reçoit Gilles Babinet, un des premiers entrepreneurs de la tech française. Il est aussi le premier président du Conseil national du numérique. On le voit régulièrement sur les plateaux de télévision face à Asma Mala, Thierry Breton ou d'autres détracteurs et autres intellectuels de gauche. On va avoir un discours no bullshit avec lui. J'ai envie de lui poser la question de la place de la France sur le paysage technologique mondial. Ça a aussi sa vision de la politique américaine. Une conversation passionnante avec un entrepreneur qui est là depuis la première heure. Si vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Silicon Carnet, vous appréciez le format Off the Record, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et tout de suite, on retrouve Gilles Babinet dans Off the Record. Ça va, Gilles ? Ouais, nickel. Donc, je le disais dans l'introduction, je te présentais un peu comme une sorte de gorille. Là, c'est parti, là ? Ouais, c'est parti. Okay. Hein. On sait jamais quand est-ce qu'on est parti. Non, je le disais dans l'introduction, je te présentais un peu comme une sorte de silverback, un gorille cendré. Ok. Tu es là depuis la première heure. Ouais, alors là, je viens de la cérémonie d'hommage de Jean-Michel Billot. Ah oui, c'est Jean-Michel qui nous a quittés. Ouais, il y a quelques semaines. Ouais. Et c'était marrant parce qu'il y avait une centaine de personnes. Ouais. Et j'étais assis à côté d'un copain. Et à chaque fois que quelqu'un rentrait, on se disait « Ah ouais, t'as vu lui et tout ça, comment il s'appelle déjà ?» Donc je pense qu'il y a quand même, on peut dire, une centaine de personnes qui faisaient partie de la première heure, qui sont toujours un peu dans les parages. Pour les plus jeunes qui nous regardent, Jean-Michel Billot, tu peux rappeler rapidement qui c'était ? C'est l'atelier. L'atelier, c'est quelque chose qui a été lancé par BNP Paribas. C'était une sorte de lieu où on venait écouter des gens qui parlaient de l'Internet. C'était une sorte d'ancêtre de The Family, quelque part. Un peu comme ouais, on peut dire ça, en plus petit, ouais. Et en plus événementiel. Il y avait rien d'autre que le lieu, en fait. Et Jean-Michel était quelqu'un d'extraordinaire parce que il amenait beaucoup de candeur là-dedans. Et
Et je trouve que ça s'opposait beaucoup au monde de l'informatique, en fait. C'est-à-dire que c'était un gars qui venait d'une grosse banque et tout ça, et puis qui était un peu comme nous, les petits gars de l'Internet. Et je trouvais que c'était très bien parce qu'il nous permettait de faire des ponts qu'on ne savait pas faire, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qu'on ne pouvait pas toucher. Il disait « Allô, j'appelle le BNP Paribas, est-ce que vous voulez venir parler chez nous ?» et tout. Ouais. Et il y arrivait, quoi. Et c'était chouette. Et il avait un côté un peu pirate, quoi. C'est-à-dire que il détonnait dans ce monde de la banque qui sentait un petit peu le formol, quand même. Pas du tout bancaire. C'est-à-dire qu'il était là... il faut qu'on innove, il faut qu'on fasse des trucs incroyables. Il avait un grand combat, c'était celui pour le haut débit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de haut débit partout en France. Marre du bas débit. Ouais, marre du bas débit, c'est ça. Et il s'est battu bec et ongle pour faire en sorte que le territoire soit couvert en haut débit partout. Ouais, parce qu'il avait une maison à la campagne et il ne pouvait plus bosser quand il était là-bas. Et en fait, il disait, mais en fait, si c'est moi, c'est des millions de gens. Et il en a fait une cause et une belle cause. Et il a permis à plein d'entrepreneurs comme nous de se retrouver au sein de l'atelier BNP Paribas. Il a organisé avec l'AFDEL des Learning Expeditions. Moi, j'ai découvert la Silicon Valley avec Jean-Michel Billot. Il m'a emmené dans ses bagages. On était les gamins, on avait 20 ans et c'était eux qui nous amenaient une fois à New York, une fois à San Francisco. J'ai rencontré Loïc Lemeur, Pierre Kosciusko-Morizet. Toi aussi, je te croisais régulièrement à l'atelier BNP Paribas. C'est bon. Merci Jean-Michel. Hein. Ouais, merci. Merci Jean-Michel. Bon, Gilles, je le disais un petit peu en introduction, tu as été aussi, enfin tu l'es toujours, tu es toujours coprésident du Conseil national du numérique. C'est quoi le Conseil national du numérique ? Ça a été créé par Sarkozy il y a une douzaine d'années avec l'idée de conseiller le gouvernement pour accélérer. En fait, ça fait 15 ans maintenant. Ça fait 2011, ouais, ça fait 14 ans, ouais. Ouais, ça passe. Hein. Et donc moi, je l'ai présidé, après je l'ai quitté, puis j'y suis revenu il y a quelques années. Et là, dans le cadre de la mission IA, j'ai convaincu le gouvernement de lancer Café IA. L'idée, c'est d'aller parler d'intelligence artificielle à des millions de Français. Et c'est ce qu'on commence à faire, en fait. Donc on a un peu reconfiguré le rôle du Conseil national du numérique, qui est aujourd'hui très axé sur cette mission de coordination et d'organisation. C'est encore les détracteurs diront que c'est encore une commission Théodule où il y a... non, parce que justement, on est très opérationnel. Hein. Ouais. Nous, notre truc, c'est d'organiser cette année entre 20 et 30 000 cafés IA. Hein. Donc, pour un truc Théodule, ça délivre. Ouais. Et par exemple, le bilan aujourd'hui, après 15 ans de la commission... du Conseil national du numérique, tu dirais quoi ? C'est dur à dire parce que tu sais pas ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas, mais on a évité beaucoup de bêtises, je pense, ça c'est sûr. Et puis on a probablement participé à un peu cette dynamique qui a consisté à créer Station F. Je sais, c'est Xavier Niel et tout ça, mais quand même à faire en sorte que il y ait une certaine volonté, BPI, une certaine volonté politique, une fiscalité intéressante pour le capital risque, enfin un certain nombre de C'est-à-dire facteurs. que vous étiez à l'origine, quelque part, vous avez poussé les idées, ensuite elles ont éclos ailleurs. Mais... Ouais, ça appartient à personne, les idées. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie du Conseil national du numérique Il faut pouvoir aider la mission. Et donc là, le décret... Donc avoir du temps. Il faut avoir du temps. Il y a une quinzaine de personnes qui sont au Conseil national du numérique. Et il y a une dizaine de permanents. Et en fait, la mission, cette fois-ci, elle a complètement changé. C'est de faire ce qu'on appelle la médiation IA, c'est-à-dire d'aller parler à tout le monde de l'IA. Donc pour le coup, dans le conseil qui va être annoncé, je pense, pendant le sommet, il y a des gens qui sont très proches des enjeux de médiation. C'est-à-dire qui sont à la tête de très grandes associations. Je ne peux pas les nommer parce que ce n'est pas à moi de le faire. Mais ça sortira après le sommet. Donc, je pense soit pendant le sommet, soit juste après. Non, mais je veux dire, cette émission, elle sera diffusée après. Ah ouais, ok, donc, d'accord. Les annonces seront certainement... Je ne sais pas encore quand ça sort, tu vois. Donc, mais c'est des gens qui... Ils sont patrons de très, très grosses assos. Ils ont 10 000, 100 000 affiliés, voire plus d'ailleurs. Et pour le coup, on a jugé qu'ils étaient légitimes pour faire partie du conseil. Plutôt de gauche, plutôt de droite ? Moi, je réfléchis pas comme ça, mais je sais pas, je réfléchis jamais comme ça. Et franchement, je saurais même pas répondre à cette question. Quand tu dis on va expliquer aux Français ce qu'est l'IA, c'est quoi ? Les Français, ils n'ont pas compris ?
c'est une culture l'IA. C'est-à-dire que moi-même, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, c'est trop large pour que je puisse comprendre tout. Donc, il y a les enjeux technologiques, il y a les enjeux d'usage, et dans les enjeux d'usage, il y a savoir faire un prompt, détecter un deepfake. Enfin, c'est tout, quoi. Voilà. Et donc, nous, on n'est pas là pour dire, OK, voilà ce qui est de l'IA et ce qui l'est pas. On est là pour ouvrir un débat et pour faire un truc que tu connais bien. D'ailleurs, c'est que quand moi, je vais dans la Silicon Valley, le truc qui me frappe, c'est qu'il y a une sorte de consensus commun que la technologie peut faire beaucoup. Voilà. Et en fait, tu ne fais rien sans consensus commun. Tu vois, donc l'idée, c'est de dire, OK, vous aimez peut-être pas ce qui se fait aux États-Unis, vous avez peut-être telle perception, mais il y a des faits, et ces faits se partagent. Et donc, on parle des faits, et puis après, vous faites ce que vous voulez. J'étais l'autre jour à l'Apple Store. Apple a annoncé au grand public Apple Intelligence. Il y avait beaucoup de monde au workshop, monsieur, madame, tout le monde, hein, Ouais. américain. Ouais, bien sûr. Ouais, C'était blindé. Ouais, mais c'est super. Et les Américains, ils sont hyper enthousiastes. Tu les aurais vus, ils étaient comme des gamins à Disneyland face à la démo, qui était un peu Pas bateau, terrible. parce que ce que fait Apple on dans y le a, domaine, c'est... Mais même, on sentait, tu vois ce que tu dis, c'est-à-dire une sorte d'appétit, de gourmandise pour cette intelligence artificielle, pas du tout de crainte. Et quand moi je viens ici et je passe 15 jours, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de l'outil du diable, c'est-à-dire que cette intelligence artificielle, elle va nous dévorer, elle va bouffer nos jobs, elle met en péril notre structure sociale, la fausse information, etc. C'est pas du tout la même approche. Je vois beaucoup ça. Alors, un truc bizarre, c'est que les études montrent que les Américains sont encore plus inquiets que les Français de l'IA. Et je pense que il y a une grosse différence entre les côtes et le deep America, tu vois. Ouais. Voilà. Et d'une part, et par ailleurs, je pense qu'en France, on a un petit effet de loupe sur ce que je dénommerais un peu l'intellectualisme parisien, où il faut couper les cheveux en 17, tu vois. Voilà. Maintenant, je vais beaucoup dans les territoires. Je vais beaucoup faire de café IA à Blois, à je sais pas où, tu vois. Et on a aussi cet effet de loupe, c'est-à-dire que les gens qui viennent dans les cafés IA, pour le moment, alors ils ont parfois des questions dures et tout, mais il y a quand même, ils sont avant tout super intéressés, tu vois. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher tout le monde, c'est aller chercher ceux qui sont intéressés, ceux qui sont contre, ceux qui n'ont pas d'opinion, on va aller chercher tout le monde. Tu parlais de ces un peu dîners parisiens entre intello. On te voit souvent sur les plateaux de France 5, c'est ce soir, c'est machin, etc. Il y a clairement un dogme, là. Il faut casser la Silicon Valley, il faut expliquer que l'Amérique est devenue l'Amérique du mal, qu'elle nous veut du mal, que l'intelligence artificielle, on est dans George Orwell. Moi, je regarde ça de loin, je suis effaré, quoi, en fait, de ce discours, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre discours, quoi, que celui-là. Je le vois de temps en temps. Je ne sais pas si je vois que ça. Je vois beaucoup, on est à la bourre et il faut faire quelque chose. Ça, c'est le premier truc que j'entends. Et qui me semble plutôt rassurant, en réalité. Non, moi, j'entends pas ça sur France 5. Ah ouais. Il y a une fille qu'on entend énormément sur les plateaux de télévision, que je ne connaissais pas, Asma Mala, qui a un discours, mais qui est flippant. Ouais. Moi, je suis assez en désaccord avec elle. D'ailleurs, je lui ai dit, la dernière fois que j'étais sur France 5 sur un plateau télé, et pour le coup, elle m'a dit, il faut absolument qu'on se parle, qu'on s'explique et tout ça. Vous voyez pas en dehors des plateaux de télé ? Non. Et depuis, elle a fait un interview dans Le Monde en disant, le titre de l'interview, c'était « DeepSeek est une grande claque pour l'Europe ». Moi, je pense exactement le contraire. Je pense que c'est une vraie opportunité pour l'Europe. Donc, pour le coup, je me suis fendu d'un post sur LinkedIn assez détaillé en expliquant pourquoi elle se trompait. Voilà, donc... mais en fait, moi, je n'ai pas du tout... Je pense qu'on est vraiment à la bourre. Mais je pense qu'on peut rattraper. Et je pense que la condition, c'est un peu Jean-Michel Biot. C'est-à-dire, il faut être enthousiaste, il faut avoir une candeur par rapport à la technologie, il faut comprendre aussi que ça peut faire des trucs pas bien et tout ça. Bien sûr. Et il faut faire ce qu'il faut pour éviter ça. Mais le net sera positif. Moi, je pense.
le net sera positif. Et puis en plus, on a tellement de problèmes à régler qu'on a plutôt intérêt à avoir une ligne de fuite, quoi. Voilà. Et donc, bon, Asma, elle est dans une logique, elle est très positionnée géopolitique. Rappelle, moi je la connais pas. Hein. Je l'invite pour moi non qu'elle vienne plus, dans Off the Record. Mais c'est quoi son background? Son background, c'est, il me semble, quelqu'un qui a fait une école de commerce, puis qui a passé un doctorat, une thèse sur les sujets de technologie et de géopolitique, et qui fait beaucoup de bruit sur ce sujet depuis. Un de ses discours, c'est de dire que la Silicon Valley s'est organisée, qu'il y aurait comme une sorte d'organisation secrète. Alors ça, je supporte pas. Voilà, c'est presque conspirationniste. Hein. D'ailleurs, c'est là-dessus que je me suis accroché la première fois avec elle, à l'Institut Montaigne. Je lui ai dit, mais est-ce que ce que tu décris, c'est une intentionnalité ou est-ce que c'est le fait du hasard? Parce qu'il y a quelque chose de suggestif dans son discours, qui est de dire... En fait, quelque part, il y a un mec qui manipule tout ça derrière. Bien et sûr, ce mec-là, une main invisible. Voilà, une main invisible. Et ça, alors perso, j'ai un truc qui me rend un peu dingue, c'est la notion de complotisme. Soit tu nommes les choses et tu dis c'est un tel et tu expliques pourquoi. Et tu le démontres. Et tu le démontres. Soit tu fais pas ça. Voilà. Et ça, c'était une raison pour laquelle on n'était pas d'accord. Surtout que quand on connaît la Silicon Valley, c'est vrai que la Silicon Valley, ces derniers mois, avec l'élection de Trump, a un peu viré du côté libéral. Elle était très progressiste Pour moi, depuis Obama. progressiste et libéral, c'est la même chose. Mais aux États-Unis, c'est... D'ailleurs, en plus encore. Non, mais enfin, moi, je me définis comme plutôt libéral économiquement et progressiste socialement. Ouais. Voilà. Donc on va dire, elle a viré plus libertarien. Qui ça, la Californie? La Californie. Ouais. Mais il y a aussi différents courants de pensée. C'est-à-dire que quand moi j'écoute Asma Mala, j'ai l'impression d'entendre la Silicon Valley comme une sorte de bloc uniforme qui se serait organisé ça, comme un seul homme, très français. Derrière une figure qui serait celle d'Elon Musk, qui est d'ailleurs ultra décrié dans la Silicon Valley et qui lui-même ne se revendique pratiquement plus de la Silicon Valley. Il veut arracher les forces vives de la Silicon Valley. Absolument. Pour les foutre en Arizona, donc c'est exactement. autre chose, quoi. Donc, et c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, avec une certaine efficacité en plus. Mais on peut se poser la question du coup, si les États-Unis c'est le grand mal, comme le décrit Asma Mala, et que l'Europe est de toute façon nulle à chier, puisque quand on l'écoute, on a l'impression de ça. Elle roule pour qui, Asma? Moi, j'ai entendu par exemple qu'elle roulait pour la Chine ou la Russie. Moi, j'ai plusieurs fois entendu ça, mais justement parce que je ne suis pas complotiste, j'ai pas de preuves, donc. J'ai des désaccords avec elle, mais je ne l'accuserai pas de rouler pour la Chine ou la Russie. D'accord. Ok. Sujet justement sur les États-Unis. On a un Donald Trump qui arrive aujourd'hui à la Maison-Blanche, qui fait grand bruit. C'est le retour d'un Donald Trump nouveau. La lecture qui est faite en France, elle est très intéressante. On a l'impression que c'est le Donald Trump 1. On n'a pas compris qu'on avait affaire à un nouveau personnage. Toi, tu connais bien les États-Unis. Cette nouvelle administration Trump, qui est aussi très entourée par les entrepreneurs de la tech, notamment, toi, tu l'analyses comment? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on va le faire simple. Sur le plan des valeurs, ces gens-là sont à l'opposé de ce que je suis. J'ai un désaccord frontal avec eux. Je pense que... Voilà, c'est des fascistes? Non, je n'utiliserai pas ce mot-là parce que je pense que les points de repère sont plus les mêmes. Mais les conséquences sur les gens sont terribles. Et d'ailleurs, ça a commencé. USAID qui arrête net, c'est dramatique pour plein de gens. Et je pense que l'expression de la brutalité véhicule un message politique qui est celui de nous, on est des entrepreneurs, donc on va vite et move fast and break things, en gros. Mais en politique, ça marche pas comme ça. Et ça, je tiens à le dire. Je sais que c'est curieux d'entendre ça, mais le monde de l'entrepreneur et le monde politique, c'est pas les mêmes mondes. Et ce n'est pas les mêmes règles, et c'est bien que ce soit pas les mêmes règles. Et donc, le fait de dire, on prend un Elon Musk et on va se la jouer à la Tesla pour piloter les États-Unis, ça va pas marcher. On verra, hein, mais mon pari, c'est que ça va pas marcher. Il y a un truc en politique qui s'appelle les lois de Roland. Les lois de Roland, c'est la continuité, l'intangibilité, l'accessibilité. Eh bien, ces principes-là ne peuvent pas être maintenus quand tu vas vite. C'est-à-dire que tu dois faire du consensus,
tu dois comprendre que tes stakeholders, ils ont des intérêts hyper variés, que tu fais face à des millions, voire des centaines de millions de personnes, et que tu peux pas te dire, les gens qui aimeront pas ma bagnole, ils l'achèteront pas. Là, les gens, ils sont obligés d'acheter tes trucs parce que c'était l'État, tu vois, sur ce truc-là. Et donc, je pense que cette méthode de faire, d'une part, je n'y adhère pas, mais surtout, je pense qu'elle va leur exploser la figure. Et je leur donne pas 2 ans pour que ça leur pète à la gueule. Voilà, donc tu vois, c'est facile, tu peux reprendre le podcast dans 2 ans, tu peux me dire, Binet, t'as vraiment dit des grosses conneries, ou pas, tu vois. Et par ailleurs, c'est un détail, mais Trump et Musk, ça va tenir encore moins que ce temps-là. Ok. Donc ça veut dire que l'entreprise de Musk avec Dodge, qui est ce Department of Government Efficiency, qui commence sur les chapeaux de roue quand même. Hein. Ouais. Je lis pas mal de trucs sur Dodge. Alors évidemment, dans le New York Times, tu t'attends pas à trouver un panégyrique de Dodge, mais dans le FT, il le défonce bien aussi quand même, tu vois, sur les gens qui sont allés dans le Dodge, qui sont sortis, qui disent que c'est ni fait ni à faire. Vivek n'en ferait plus partie, visiblement. Il est sorti du Dodge. Attends, Vivek était dedans ? Oui. Waouh. Ouais. Je savais même pas, tu vois. Ouais. Et j'ai beaucoup de respect pour Vivek. Oui, Vivek, c'est un mec super intéressant, qui libertarien, mais qui a des idées très très intéressantes aussi. Ouais. Et donc voilà. Et donc je suis désolé, mais je pense que le Elon Musk d'aujourd'hui n'a plus les capacités de celui d'il y a quelques années. Et je suis loin d'être le seul à penser ça. Dans la Silicon Valley, on dit que Elon Musk, il a vrillé là. Depuis 2 ans, il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense ça, On n'est plus face au Elon Musk qu'on avait, qu'on connaissait. Comme on le savait un petit peu fantasque, un peu punk, qu'on n'a pas vu tout de suite qu'il avait complètement pété un plomb. Toi, tu penses qu'il a pété un plomb ? C'est quoi ? Oui, et tu sais, il y a un truc qui m'a frappé. Ouais. C'est quand il a fait sa, je suis pas très bon en Tesla, mais sa série 3, c'est ça ? Il a dit, il y a beaucoup de problèmes d'ingénierie fixée. La dette se creusait. Il y avait vraiment un tipping point qu'il fallait pas passer, en gros. Et je vais me concentrer là-dessus. Et il a disparu chez Tesla. Et je crois que pendant une période de 3 mois, il a fait 3 tweets. C'est important. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que le mec avait du focus. Quand tu es un entrepreneur, moi j'étais entrepreneur 30 ans de ma vie, je le suis plus. Si t'as pas de focus, t'as aucune chance de réussir. Tu vois ? Et je pense que le mec a perdu son focus. Son focus aujourd'hui, c'est pas la politique ? Ouais, mais si tu veux, dans ce cas-là, qu'il fasse de la politique, quoi. Tu vois, mais tu peux pas faire Dodge, je sais pas. Il y a un truc qui dysfonctionne. Il y a une thèse que je relisais il y a pas longtemps et que je trouve très intéressante. C'était un historien, Georges Dumézil, qui parlait de ça, qui est la tripartition. Tu vois, toutes les civilisations, il y a eu toujours cette organisation tripartite entre le soldat, l'entrepreneur et le clergé. Ah oui, on dit ça de la colonisation, ouais. Ouais. Et quand je regarde ce Trump nouvelle génération, pour moi c'est ça ce qui me frappe le plus, c'est qu'il a réuni ces 3 parties. C'est-à-dire que je pense que le soldat, c'est clairement Trump qui garantit la sécurité des frontières, la domination des États-Unis sur le monde, que les États-Unis renouent avec leur destinée. Donc le hard power mélangé au soft power, etc. On a l'entrepreneur qui représente l'innovation, le progrès, et ça c'est Elon Musk. Et on a le prêtre dans l'ombre, derrière sa capuche, c'est Peter Thiel. D'ailleurs, le prêtre, d'accord. Moi, j'aurais plutôt dit l'idéologue. DJ Vance. Ah, tu vois, tu le considères comme un idéologue, J.D. Vance ? Je pense qu'il a une structure morale au sens valeur, très forte, ouais. Je pense que je pense pas que ce soit le cas de Trump, en réalité. Et donc, Peter Thiel, je le verrais plutôt, oui, comme l'idéologue, exactement, mais pas le prêtre. Dans le sens, il n'est pas prosélyte un petit peu quand même. Enfin, quand tu vois sa dernière tribune dans justement le FT, oui. C'est hallucinant. Et c'est impressionnant que le FT publie un truc comme ça. C'est un texte mystique. C'est mystique. C'est mystique, c'est très très... Enfin, moi j'en ai tout de suite parlé parce que je l'ai lu quand c'est paru et j'étais très impressionné par ce texte. J'ai trouvé que c'était
Très inquiétant en réalité. Tu vois, je me suis dit, les mecs sont passés à un autre stade, quoi. C'est quoi? C'est les psychotropes? Ah, je crois pas du tout que Thiel soit du type... je sais pas, hein. Mais autant Musk, il est en microdosage et tout ça, pas de doute. Je pense qu'il est passé à des dosages plus... Peut-être mini-dosage. Il a un problème de dosage, justement. Voilà. Autant Thiel, j'ai l'impression que c'est pas du tout son truc. Il est trop cérébral pour se laisser aller à ça. Non, mais tu vois, ce que je trouve intéressant quand on écoute justement ces émissions dont on parlait, très intellectualisantes et moralisatrices, françaises qui regardent les États-Unis sans comprendre d'ailleurs la société américaine. Parce je pense qu'on ne peut pas avoir une lecture. C'est pour ça que je trouve toujours très intéressant que toi tu y sois, parce que tu maîtrises beaucoup mieux la société américaine que certains sur ces plateaux de télévision qui pourtant sont présentés comme des experts des États-Unis. Mais par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde explique que c'est une horreur, que Musk va supprimer le ministère de l'Éducation aux États-Unis. C'est l'annonce qui a été faite ce matin. Je suis plus, mais voilà. C'est tellement... Bon, tous les jours, il y a un truc. Hein, donc voilà. Le ministère de l'Éducation aux États-Unis n'a strictement rien à voir avec le ministère de l'Éducation. C'est au niveau des États. Oui, c'est une agence qui coordonne un petit peu. On oublie que c'est un pays fédéral, que chaque État est très très indépendant. D'ailleurs, tu as des États qui surperforment en éducation. Oui, ils n'ont pas les mêmes programmes. Hein. On n'étudie pas la même histoire au Texas qu'en Californie. La Floride, je crois, serait 6e dans PISA. Ouais. S'ils étaient dedans, un truc comme ça. C'est très étonnant. On est dernier, nous, en Europe, hein, en France. Ouais, on est avant-dernier, mais effectivement, on est mal placé, ouais. Mais oui, c'est Jeff Bush qui, lorsqu'il était gouverneur de la Floride, a fait appel à un mec, j'ai oublié son nom, qui a mis en place le National Reading Panel et qui a fait exploser la Floride, où il y a beaucoup d'hispanos, en mettant un programme où les heures vraiment où on bossait, c'était le matin, parce qu'il avait remarqué que les gamins allaient travailler pour leurs parents l'après-midi. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, quoi. Et donc, non, mais enfin, ça, si tu veux, c'est pas ça qui m'arrête, quoi. Oui, effectivement, je vais te dire, je savais qu'il y avait une fonction centrale, mais je savais pas qu'il y avait un ministère de l'Éducation, pour être franc. Oui, c'est ça. Et même les Américains, je pense qu'ils le découvrent un petit peu, quoi, quelque part. Ouais, non, c'est un État fédéral. C'est vraiment un État fédéral. Rien ne va vraiment changer aux États-Unis. La Californie va continuer à être ce qu'est la Californie. Mais donc, pour revenir à cette tripartition, on a une France très moralisatrice, alors que cette tripartition, elle a existé très très longtemps en France. Non, mais tu vois, il y a une part de la politique qui est très performative. Explique ça. Mais c'est le fait de dire les choses qui les met en branle, qui fait que ça devient un problème. Et quand tu stigmatises une population ou je ne sais quoi, les gens se disent, bon, allons-y, quoi, tu vois, Et cet aspect-là, il est extrêmement dangereux. Quelle est la population qui te semble stigmatisée aujourd'hui aux États-Unis par Trump ? Je pense que c'est de très nombreuses populations, mais quand tu dis, par exemple, on va agir vite, ben, tu propages cette idée qu'il faut agir vite dans l'administration au niveau des États américains, et ils vont faire les mêmes conneries, ils vont maltraiter les gens. Oui. Tu vois, voilà. C'est un exemple en politique internationale, c'est abominable. Enfin, je veux dire, ce qui se passe, et je pense que encore ce qui a été dit ce matin sur Gaza, tu vois, qu'ils allaient évacuer Gaza, et donc tu as les Israéliens qui commencent à dire, ok, on va évacuer Gaza tranquille. Je veux dire, nous, on est à Paris, tu vois. Personne n'a parlé avec les Palestiniens, hein, de leur demander on n'aurait pas demandé l'avis, ni à l'Égypte, voilà, ni à la Jordanie. C'est pas. L'Arabie Saoudite est contre. Tu vois, moi, j'ai passé 8 ans à la Commission européenne. Et les gens passent beaucoup de temps à faire des consensus, à trouver des... Je pense que Trump et Musk se disent, tout ça, c'est nul, c'est vraiment pas bien. Et nous, on va fixer le cap, et puis on va le tenir, et on va rouler sur la tronche des gens pour y arriver. Alors, tous les gens qui ont une culture d'entrepreneur, potentiellement comme moi, se disent... Bah en fait, nous, c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Move fast and break things, c'est cool. Et en fait, ça marche, puisqu'on a fait des boîtes qui ont marché sur ce truc-là. Mais quand j'ai commencé à faire ça à la commission, j'ai dit aux gens, vous me prenez la tête, l'objectif, c'est ça, un peu comme ça, tu vois.
Et ils m'ont dit, ouais, ok, on est d'accord, mais tu ne vois pas la complexité de ce qui te fait face. C'est-à-dire, c'est pas un produit que tu vends, c'est des gens, et ces gens-là, ils sont très divers, et ton rôle, c'est de répondre au bien commun. Et je crois profondément à ça. Je crois profondément que, en fait, c'est un peu c'est la liberté ou la démocratie. La liberté, c'est l'entrepreneur, c'est le fuck-off de je vais faire mon truc, et c'est top. Qui même me suivent. Et qui même me suivent, voilà. Et la démocratie, c'est, t'as des mecs, ils comptent pour pas beaucoup, mais ils sont là, et il faut prendre soin d'eux aussi, tu vois. Et ça, je crois à ça. Tu penses qu'aujourd'hui, le modèle démocratique, parce que quand même, les États-Unis, c'est une grande démocratie, hein. Elle a été capable d'élire un président noir. Je suis d'accord. Elle a été capable d'élire Donald Trump, elle a été capable ensuite d'élire Joe Biden. C'est ça qui est dément d'ailleurs, et même assez positif finalement. C'est cette capacité de ce système à nous surprendre, en réalité, là-dessus. Mais si tu veux, on n'est plus dans un processus démocratique. Je sais que ça te choque d'entendre ça, mais ils ne respectent pas. Trump, par exemple, à la tête du Dodge, il n'y a aucun décret qui le nomme. Musk, Musk, pour faire ça. Ouais. Tu vois ? Mais c'est une agence, c'est un think tank, le Dodge. C'est pas un ministère. Visiblement, il commence à avoir les clés d'un certain nombre d'administrations et il les a pas de façon légale, tu vois. Et en fait, il n'y a pas eu un vote du Sénat qui lui aurait donné. Là, on dit qu'il a accès effectivement au Stripe du gouvernement, c'est-à-dire au système de paiement fédéral. Mais au compte Stripe de l'État entrepreneur, tu vois. C'est ça. Mais à la fin, si tu veux, tous ces mecs qui ont fondé les États-Unis, ils ont. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Qui disait, mais en fait, il faut que ce soit compliqué pour que s'il y a un tyran qui arrive, ils se prennent les pieds dans le tapis. Et donc, on crée des contre-pouvoirs qui complexifient le truc et tout ça. Et donc, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, mais c'est quoi ce boxon ? On va tout simplifier et tout ça. Et tu sais, moi, j'ai beaucoup milité pour l'État plateforme, pour des choses comme ça, mais je n'ai jamais milité pour la liberté contre la démocratie. T'as déjà pensé à investir dans des chaises ou des bureaux ? Non ? Eh bien, c'est exactement ce que Enki te propose. J'adore cette startup. Leur modèle de mobilier par abonnement permet à des boîtes comme Kimono, BPCE ou même des hôtels ou des restaurants de s'équiper sans exploser leur trésorerie avec du mobilier neuf ou reconditionné. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'ils ouvrent aussi le financement de ces projets à des gens comme toi et moi via leur plateforme Enki Invest. À partir de 500 €, tu finances du mobilier d'entreprise avec un retour entre 7 et 8,5% et ton capital est garanti par Enki. Pour te lancer, c'est super simple. Tu vas sur enki.com/enki-invest et avec le code ENKICARNET, tu récupères 100 € de crédit offert pour ton premier investissement. C'est du concret, c'est rentable et j'ai mis tous les liens dans la description de cet épisode. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un constat qui est partagé d'ailleurs par une grande partie des Américains que justement les États-Unis s'européanisaient, qu'on avait le risque de devenir une sorte de truc très compliqué, comme tu dis, comme un peu la Commission européenne apparaît comme quelque chose de très compliqué. D'ailleurs, on peut se poser la question dans quelle mesure Biden n'a pas utilisé la Commission européenne pour agir en fait sur les big tech et les GAFAM américains, parce que ce qu'a fait la Commission européenne au vu de la loi américaine aurait été complètement anticonstitutionnel. Et que justement, ils ont pas un peu, justement, les big tech ont pas découvert un petit peu le poteau rose. En fait, on a une invasion bureaucratique de l'Europe dans nos affaires, dans nos business. Et nous, il est hors de question de ça. Et donc, on a un retour de balancier avec une oversimplification, comme tu dis, de la chose. Mais je pense que Musk, parce que c'est aussi un troll, et il faut le dire, un troll dangereux, se dit, si je tape pas fort, rien ne se passera. Donc on va taper très fort. Et moi, je suis très inquiet sur le résultat final. Je pense que sur le court terme, ça va être très intéressant, mais qu'on risque d'être dans un schéma à la Reagan où, sur le long terme, ça va être catastrophique. Moi, je t'opposerais à ça les pays scandinaves qui ont complètement plateformisé l'État et qui l'ont fait démocratiquement. Mais ils sont 7 millions. Ouais, collectivement, ils sont plutôt 30. Non, mais individuellement, chaque pays... Oui, mais c'est le même système. D'accord. La plupart, ils ont pris X-Road. Et donc, et à tel point, d'ailleurs, qu'ils mettent des API entre le truc et que
c'est assez hallucinant parce que tu peux utiliser la sécurité sociale du pays d'à côté, hein, tellement c'est intégré, quoi. Et puis, d'ailleurs, je vais te dire un truc, puisque tu viens du digital, je pense que c'est plus facile de le faire pour 50 millions que pour 7. Tu vois, parce que tu as un effet de tipping point que tu n'as pas quand tu as peu de monde, tu vois, là-dessus. Mais je veux dire, c'est pas moi qui vais te dire que chez nous, c'est magique, hein, et que c'est simple et tout ça. C'est hyper compliqué. Ceci étant, je ne pense pas que tu résous les problèmes de complexité par la violence. Je pense que ça te retombe dans la... Dans l'entrepreneuriat, ça fonctionne. Si tu veux te la jouer... Attends, quand tu dis dans la violence, elle est où la violence aujourd'hui, à part dans les propos et sur Twitter? On n'a pas la police qui si aujourd'hui... t'as pas les stakeholders qui sont partie prenante de la modification, c'est de la violence. Okay. Parce que à la fin, tu dis on va faire simple, et puis tu vas voir, hein, t'as plein de gens qui vont dire ouais mais nous ça marche plus pour nous, et ça va être brutal. Voilà, c'est ça la violence. Moi je dis beaucoup, une forme de violence dont on ne parle pas beaucoup en Europe, c'est la violence bureaucratique. Tu vois, c'est-à-dire que justement parce que la bureaucratie t'éloigne de la démocratie, tu dis, si t'es pas capable de parler le langage technocratique, bureaucratique, t'es éliminé du système et tout ça, sur ce genre de choses. Donc là-dessus, je pense, je peux potentiellement rejoindre les entrepreneurs. Qu'il y a une violence bureaucratique. Il y a une violence bureaucratique. Mais il faut retirer ça de façon démocratique. Je me fais un peu l'avocat du diable non pas que Trump ne fait pas partie de ma famille politique et je suis moi-même très inquiet. En plus, je deviens américain. D'ailleurs, ça me fait très marrer que ma citoyenneté soit signée par Donald Trump en m'appelant Carlos Diaz, alors qu'aux États-Unis, tout le monde pense que je suis un affreux narcotrafiquant colombien. Mais et justement, ça va me permettre de voter, parce que j'ai été très frustré de ne pas voter lors de ces élections américaines. Tu parles il y a un discours aux États-Unis où quand les progressistes disent qu'il s'agit de sauver la démocratie, eux disent « Faites un petit exercice, chaque fois qu'ils vous disent ça, remplacez le mot démocratie par bureaucratie. » Et en fait, ce qu'ils essayent de sauver, eux, c'est la bureaucratie. Tu dis qu'il y a une violence bureaucratique en Europe, tout le monde la ressent, personne ne comprend à quoi sert Bruxelles exactement. On a l'impression d'être sous des injonctions réglementaires en permanence. Tu parles avec des paysans, moi je viens de Limoges, d'ailleurs j'y suis ce week-end, quand je discute avec eux... tu vois, ils veulent pas plus d'aide. Hein. Les agriculteurs, ils veulent pouvoir vivre de leur travail. Enfin, ceux qui ont défendu la PAC, c'est les Français. Hein. Faut quand même le rappeler. Et mordicus, hein. Ils en ont fait un point de blocage. Je parlais de l'Europe en général. Je parlais pas des Français. Si tu veux, la PAC mange une très grosse partie. C'est 55 milliards, je crois, du budget européen. Donc ça doit être quelque chose comme un quart du budget européen ou un cinquième. Et si tu veux, c'est les Français qui ont mis ce truc-là en place. Mais pourquoi je te dis ça ? Je te dis ça à toi parce que je te suis depuis maintenant un petit bout de temps, on se connaît depuis longtemps, et j'ai le sentiment que tu t'es bureaucratisé un petit peu aussi. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une accusation qui est valable parce que c'est pas une accusation. Hein. Je suis plus un entrepreneur et il m'arrive de défendre peut-être plus qu'auparavant les institutions, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs de défendre aussi l'Europe. L'Europe, c'est quoi l'histoire ? Mais vraiment, en 1 minute, tu vois, c'est hyper court. C'est un élan qui consiste à dire on va arrêter de se faire la guerre, on va faire du business ensemble. Et puis, on a plein de valeurs communes et on va essayer de trouver un consensus commun avec ce qu'on appelle la subsidiarité. C'est-à-dire que c'est un État fédéral, tu vois. C'est-à-dire que tu as ta caractéristique de la Louisiane et puis, en même temps, tu as le drapeau américain, quoi. Tu vois, tu te revendiques de ces valeurs-là. On n'a pas ça en Europe. Hein. On a été dans cette direction. Et puis, il y a eu plusieurs accros, notamment démocratiques. Le traité de Lisbonne. Traité de Lisbonne, voilà. Et Maastricht avant même. Maastricht, et qui ont fait que les Européens ont commencé à dire mais attendez, nous, c'est pas pour ça qu'on votait. Et on s'est retrouvé avec un entre-deux. C'est-à-dire que c'est 1% du PIB européen. L'État fédéral américain, ça doit être 16 ou 18, tu vois. Et alors qu'on aurait dû continuer, ce qu'on a dit, c'est bon, les gars, vous savez quoi ? Vous n'allez pas faire de politique, vous allez faire de la bureaucratie. Et l'Europe rentre dans le champ, qui est un peu le champ technique chiant. Je cite mes ça fait du décret. Mais des trucs nécessaires, tu vois, des trucs d'intégration européenne qui, dans le domaine des échanges de marchandises, dans plein de trucs, sont importants.
Et une partie de la puissance économique de l'Europe vient de cette activité-là, sur ce truc-là. Mais tu ne peux pas te satisfaire de ça. C'est-à-dire, tu peux pas rester dans cette posture parce que tu te fais tomber dessus par les politiques nationaux et qui te disent, en fait, c'est la faute de l'Europe, voilà. Et puis, il y a ça devient un coupable idéal, tu veux dire ? Ça devient un coupable assez idéal, d'une part, et puis d'autre part, tu as un certain nombre de sujets qui étaient prévus d'être intégrés, comme par exemple la défense commune, la sécurité sociale. Ça aurait été pas mal de travailler sur ce sujet d'une armée européenne, là, avec ce qui est en train de se passer. Bien sûr. La sécurité sociale aussi, tu vois, ça crée de la mobilité. Une avancée. Tu vas aller bosser dans le pays d'à côté, tu te poses même pas la question de savoir si t'es couvert ou pas. Quand tu vis aux États-Unis, tu te dis quelle chance d'avoir un système social comme on a aujourd'hui en France. Voilà. Et puis tu as par exemple toutes les infrastructures. Il y a un truc qui s'appelait Interconnecting Europe, qui était faire des infrastructures qui soient logiques en Europe. T'as un pays qui construit une autoroute, ça s'arrête à la frontière, et puis t'as pas d'autoroute de l'autre côté. Ouais. C'est la même chose pour Internet, c'est la même chose pour l'eau, c'est la même chose pour l'électricité. Ouais. Tu vois ? Une politique énergétique commune. Voilà, une politique énergétique commune, etc., etc. Donc on s'est un peu arrêté en chemin, et moi je pense qu'il faut reprendre, parce qu'on peut pas aller en marche arrière. Ça veut dire quoi, reprendre ? Ça veut dire qu'il faudrait que le nouveau... ça va être difficile de recréer le couple... franco-allemand et que enfin on ait, je sais pas moi par exemple, un président de l'Europe que tous les Européens aient voté pour, avec un projet pour l'Europe. Ça, moi je peux te décrire ça assez bien. En passant, le couple franco-allemand il est malade. L'Allemagne économiquement ne va pas bien, la France ne va pas bien non plus. Et maintenant c'est étonnant parce que les pays qui vont bien, c'est Espagne, Portugal, Italie. Italie qui est devenu le 4e exportateur mondial il y a 2 mois, c'est quand même extraordinaire. La Grèce, très forte croissance également. La Slovénie. Tout ça avec l'argent de l'Allemagne et de la France. Non, la péréquation, elle est très faible maintenant. Elle est même inexistante, je crois. L'Espagne, c'est incroyable. L'Espagne, c'est intéressant. Ouais. Et donc, bon, ça, c'est un détail. Mais pour pouvoir faire un projet, il faut avoir quelque chose à dire. Donc, on n'a pas de vision européenne, c'est ça ? Il faut... Tu vois, les Américains, on peut dire ce qu'ils veulent, mais ils sont allés sur la Lune, ils croient beaucoup dans le progrès technique. Ils croient en l'entrepreneuriat aussi. Alors bon, il y a plein de travers, il y a plein de trucs qui déconnent. Je pense qu'il y a des trucs. Enfin, tu vois, la crise du fentanyl, ça me dit quelque chose, quoi. C'est un truc très profond et je pense qu'entre les deux côtes, il se passe des trucs durs, tu vois. Et je pense qu'en Europe, on n'est pas là. Tu vois, quand tu regardes les gens qui sont le quintil ou le dernier quintil, les gens n'ont pas du tout le même niveau de pauvreté que les 2, voire presque 3 quintiles américains. Tu vois, t'as 60% des Américains qui ont qui est month to month, ouais, c'est vraiment qui est month to month, $200 sur leur compte en banque. Qui réfléchit entre est-ce que je soigne la petite ou est-ce que je remplis le frigo. Voilà. Ou voir est-ce que je me soigne moi ou est-ce que je soigne mes enfants, tu vois, c'est... Bon, je pense que ça vaut le coup de payer un certain prix pour éviter ça. Tu vois, de dire, on serait peut-être pas les leaders de l'IA ou je sais pas quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me dis, le fait qu'on ait un État solidaire, c'est important pour moi. Tu vois, c'est vraiment important pour moi. Après, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que tu peux très bien développer de la technologie dans une société inclusive. Et pour moi, c'est le projet européen. Et je dirais même que le projet européen, c'est probablement d'arriver à dire on va utiliser ces technologies pas uniquement pour faire des systèmes qui font qu'on passe 7 heures par jour devant les écrans en moyenne, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis d'ailleurs, mais pour faire en sorte qu'on gère la dépendance. Tu vas avoir 4% du PIB de l'Europe qui va être dévolu aux très vieux, au grand âge. Tu vas avoir quand même un moment ce problème d'environnement qu'il va falloir traiter, même si aujourd'hui il a disparu, il n'existe plus et tout va bien. En Europe, il existe encore très très fort quand tu parles avec les nouvelles générations. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle globale, ça va nous péter à la gueule. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on va devoir le traiter ou alors on disparaîtra, quoi. Et puis, t'as ce problème militaire. On doit s'armer. Et donc tout ça, ça milite quand même pour une logique assez productiviste. Et je pense que, d'ailleurs même aux États-Unis, je sais pas ce que j'ai, Musk disait l'autre jour, c'est débile de faire un successeur du F-35.
ça sera un drone. Et d'ailleurs, moi, j'ai répondu, j'étais dans un dîner quand on a parlé de ça. J'ai dit, on va enfin savoir, à propos d'ailleurs de complotisme, si le complexe militaro-industriel existe, parce que normalement, il devrait se faire buter. Ouais. C'est déjà arrivé à d'autres avant. C'est arrivé à d'autres avant, exactement. Ouais. Si tu fais pas ce qu'ils veulent, normalement, ça se finit mal. Ouais. Mais voilà. Et donc, à la limite, ok, on est très en retard, c'est l'occasion de faire un reset. Mais pour faire un reset, il faut avoir quelque chose à dire. Il faut avoir quelque chose à dire, et ce quelque chose à dire, sa conséquence, c'est une expression politique, en réalité. C'est-à-dire que quand tu élis Kennedy, quand tu élis Obama, je vais prendre des républicains aussi, Reagan. Reagan, voilà, t'es quand même, à la limite, Trump, c'est presque, dans le premier mandat, c'est Make America Great Again, donc c'est presque un peu une réparation, plus qu'une projection. Voilà. Là, je pense que c'est une logique un peu différente. Mais il y a quand même cette idée d'être penché en avant. Tu vois, les débats européens, c'est comment on protège nos frontières, c'est comment est-ce que... Comment on restaure notre passé. Oui, c'est ça, exactement. Ce qui a fait perdre Harris, à mon avis, qu'elle était beaucoup plus dans la réparation que dans la projection. Et donc, je crois que... Enfin, moi, si tu veux, et là, c'est là où c'est l'entrepreneur qui parle, c'est que, pour moi, même si je suis vraiment dans la merde avec jusque-là, tu vois, je vais me dire, ça doit aller un peu mieux demain. Et je dois faire quelque chose pour que ça aille un peu mieux demain. C'est ma vision, et je vois la même chose en politique. Je pense que c'est quelque chose qui est très enthousiasmant et entraînant en général. Mais il faut pour ça avoir un discours de progrès. Et quand j'utilise le mot progrès, je l'utilise volontairement parce que étymologiquement, progrès, c'est comme une armée qui progresse. On sait qu'il va y avoir des dommages dans le progrès, à l'inverse de l'innovation où on fait un avenant au contrat. Et j'ai l'impression que les Américains sont là en train de dire, justement, ils ont renoué avec cette notion de progrès, coûte que coûte, avec du quoi qu'il en coûte, sachant qu'effectivement, il va y avoir du dommage. C'est intéressant dans ce que tu disais sur Kamala Harris. Je pense que l'administration Biden et Kamala Harris ont voulu transformer l'Amérique en une sorte de plateforme sociale, ce qui est assez nouveau, c'est-à-dire en gros, où il y a des progrès sociaux. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits aux États-Unis et qui étaient nécessaires. En 4 ans, il y a eu beaucoup de choses de faites. Je crois pas même que... économiquement, 10% de croissance sur 4 ans, c'est colossal. Je pense que l'Europe le voit pas du tout, mais c'est très important ce qui a été fait. Les Américains ne l'ont pas vu non plus, d'ailleurs. Ouais. Là, ce que Trump arrive, et tu parles de discours, il arrive en disant « Non, mais attendez, les États-Unis, on n'est pas une plateforme pour le progrès social, on est une plateforme économique. » Alors effectivement, c'est pas le premier président mercantiliste que les États-Unis ont eu, mais probablement jamais à ce point-là. Mais je pense que le rôle d'un président, ça n'est pas que de faire du mercantilisme. C'est beaucoup d'enjeux, et notamment quand on est la première puissance mondiale, c'est des enjeux de sécurité globale à cet égard. Et bon, de toute façon, c'est pas la peine que je le répète, mais moi, je pense que l'agenda, en général, il est catastrophique. Tu vois, c'est-à-dire que débrancher la prise sur les enjeux d'environnement, mais aussi quand même très largement sur les enjeux de santé, parce que les enjeux sociaux, c'est beaucoup d'enjeux de santé, mais tu le payes très cher, tu vois, sans même, je veux dire, en étant extrêmement prosaïque, c'est-à-dire en disant, bon, ok, les gens souffrent, mais même si on met ça de côté, tu le payes à un moment. C'est-à-dire que si les gens ils n'ont pas accès à une bonne santé, la productivité baisse, ton consensus social s'effondre, et c'est ce je crains, c'est ce qu'on va voir. Trump, il dit, pour faire écho à ce que tu es en train de dire sur justement la promesse de la prospérité, ça a été un de ses messages forts. Il a eu 3 messages très simples. Ouais, je suis d'accord. Respect des frontières, intégrité du territoire américain, 2, prospérité. D'ailleurs, il dit un truc très très drôle, il dit soit vous êtes avec moi, soit vous serez pauvre.
Ouais. C'est ça son discours. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, le Trump Coin, etc. Ouais. Je suis une plateforme et vous allez vous enrichir grâce à moi. Ouais. Un peu flippant. Et la troisième chose, la paix. C'est-à-dire que moi, je suis le garant de la paix. Oui. Ces trois choses vraiment basiques qu'on pourrait tous dire et exercer d'une manière radicalement différente. Mais ces trois sujets-là, même l'Europe et les Européens peuvent l'entendre. Oui, je pense que c'est la méthode qui est c'est la problématique. méthode qui va être problématique. Et je te rejoins. On est d'accord sur le. Mais est-ce qu'on est capable en Europe et en France d'avoir un discours en disant, bah voilà, il faut qu'effectivement on contrôle mieux nos frontières. Visiblement, moi j'ai du mal avec ça, mais visiblement c'est un sujet pour beaucoup de monde. En fait, ça dépend. Normalement, tu ne devrais pas avoir d'immigration illégale. C'est ce que dit Trump. Il dit, moi, j'ai rien contre l'immigration légale. Mais tu devrais. Mais le problème que tu as, c'est que tu as les industriels de Lombardie qui, quand Meloni arrive au pouvoir, viennent la voir, je crois, dans les 2 premiers jours de son mandat, ils lui disent, faut laisser rentrer 300 000 personnes parce que là, on n'y arrive plus. Voilà. Et les agents, comme on dit en économie, ne sont pas toujours rationnels. Tu vois ? Et moi, je vais te dire aussi bien. Parce que je pense qu'on a une histoire avec tout un tas de peuples que pour des raisons strictement économiques, je pense qu'on fait fausse route sur l'immigration. Sans parler que c'est inflationniste en plus. Mais c'est totalement inflationniste. Les Américains vont être le premier à le constater. Taxe plus refus d'immigration. Effectivement, le tarif plus immigration, c'est dramatique. Mais bon, peut-être qu'on va marcher sur l'eau un certain temps et puis après on verra à cet écart. Mon point, et je reviens là-dessus, c'est ce qui est important, c'est d'avoir un projet explicite commun. Même les communistes, même les soviétiques, si tu veux, quand Staline est mort, qui était le pire bourran du XXe siècle, eh bien, les gens se sont mis à pleurer. Et ils pleuraient. Alors, si tu veux, je ne veux pas faire l'apologie du totalitarisme en disant, en fait, tu crées un mythe et tout le monde suit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en démocratie, t'as quand même une limite, c'est le moment où tout le monde fait chacun ce qu'il veut, qu'à la fin, plus personne ne fait rien ensemble. Tu vois, et donc, je pense qu'on est arrivé à un niveau de la démocratie libérale où les gens sont malheureux, en réalité. Et je pense qu'on a besoin de créer des messages fédérateurs, où les gens adhèrent à un projet émancipateur collectif. Tu vois, et je pense qu'il y a tellement de problèmes qu'on n'a pas réglés, que c'est l'occasion de se remettre ensemble pour faire ça. Mais est-ce que ce projet, il ne faut pas le simplifier aussi ? Parce que ce qui a été le problème aussi aux États-Unis, c'est que le projet des démocrates, personne ne le comprenait. Oui, c'était trop compliqué, ça s'adressait à des minorités. Alors le projet, c'est que les hommes peuvent devenir des femmes, que les femmes peuvent devenir des hommes. Ouais, et entre les deux côtes, oui, effectivement, tu as plein de gens qui disent « Mais attendez, moi je ne comprends plus rien, quoi, en fait, dans ce truc-là. » En fait, alors ce sujet, c'est un peu ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que les particularismes, c'est très important, il faut les respecter. La question, à mon avis, c'est à quel moment les particularismes sont tellement nombreux que ce qui nous relie est devenu un attracteur faible par rapport au particularisme. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, écoute, moi je suis avec ma communauté de machin chose, et vous passez loin derrière, quoi, tu vois. Et les problèmes de telle autre communauté, c'est pas les miens. D'ailleurs, on parle de communautarisme woke. Je peux comprendre ça. Et c'est une ligne de crête qui est compliquée, tu vois. Et je pense que Trump, il a fait un choix. Il a dit, écoutez, c'est pas compliqué. C'est le masculinisme basique pour tous. Enfin, tu vois, un truc valeur des années 50, voire avant ce truc-là. Et ça a fonctionné parce qu'en réalité, la société américaine est en crise de ses valeurs. Mais ça ne fonctionnera pas dans les faits. Tu vois, et donc les latinos adhèrent à ça. Parce que les latinos, ils sont très catholiques. Et donc, pour eux, c'est important. Non, mais pour te donner un exemple du délire, moi qui vis à San Francisco, je te donne un exemple débile que j'ai vécu il y a quelques années. J'ai ma chienne, je vis à côté du Golden Gate Park et je vais sortir ma chienne au Golden Gate Park. Et ma chienne est sans laisse et elle va jouer avec un groupe de chiens que je vois au loin et elle s'en va jouer avec ce groupe de chiens. Et je m'approche de ce groupe avec leur maître
Et là, quelqu'un vient me voir et ils me disent votre chien ne peut pas rester avec notre groupe de chiens. Je fais bonjour d'abord, mais et en fait parce qu'en fait c'était un groupe. C'est d'abord votre chien n'est pas un rescue dog visiblement parce que il a l'air trop racé pur et surtout ce groupe-là et tout d'un coup je réalise que tous les chiens ont au maximum 3 jambes. Ah ouais. Donc en fait c'était un groupe de chiens et ils avaient une autorisation de la ville pour jouer dans cet endroit du parc et qui est entre chiens handicapés à qui manquait une jambe voire plusieurs. Non mais c'est... Et que quand ma chienne arrivait, quoi, en fait, avec 4 jambes... Tu veux que je te dise que je trouve ça super? Enfin, tu t'imagines bien que je pense... Non mais c'est ça, c'est ce genre d'aberration. À un moment, tu as besoin de liens pour faire du vivre ensemble. Et je pense que... Je vais te dire un truc un peu bizarre, mais je pense que cette notion de fragmentation de la société, elle rejoint une pulsion qui construit la bureaucratie. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as envie de... Sans doute parce que tu as plus d'objectifs, tu as plus de quelque chose qui te transcende, tu as peur et puis tu te refermes sur des trucs qui sont hyper périmétrés, tu fais chier les gens qui viennent sur ce périmètre et c'est la même chose qui fait la bureaucratie, c'est-à-dire que tu te dis ouais mais là s'il se passe ça... ça n'a pas coché la case bidule. Donc on va rajouter un formulaire et puis à la fin tu vis dans une société où tu as neutralisé les externalités, tu vois, les agents extérieurs. Mais en même temps, tu te fais super chier, quoi. Et puis, t'es plus ensemble. Donc, je crois que c'est un... Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis fondamentalement progressiste et je pense qu'on a plein de trucs qui sont encore extrêmement durs. Je pense la situation féminine est vraiment... On n'a pas du tout réussi à gérer ce truc-là, mal. Et souvent, je me dis d'ailleurs que aussi bien au Moyen-Orient, chez les talibans que... dans la tête de Trump, c'est le même problème. C'est un combat entre le féminisme et les hommes, quoi, tu vois, et qui n'est pas à sa juste place. Mais donc, autant je revendique le fait d'être progressiste, autant que je me dis, mais en fait, il y a un moment où nos particularismes, on doit un peu les mettre de côté pour être ensemble. Tu vois, voilà. Et je pense que... Ça veut pas dire qu'il faut pas les défendre et les garantir. Hein. Oui, exactement. C'est exactement ça. Tu dois permettre aux gens de respecter pour ce qu'ils sont, de vivre leur truc et tout ça. Mais à un moment, tu peux pas leur dire, écoutez les mecs, vous êtes tous ensemble, puis vous avez vos lois qui s'appliquent et tout ça, et puis on n'a plus le droit de vous parler, et c'est terminé. Ça marche pas. Donc revenons à la tech. T'es coprésident du Conseil national du numérique. L'élan French Tech, cette Startup Nation, on s'est embarqué là-dedans. Macron a sauté comme un cabri lors de sa première mandature. À Vegas, il était barbu, la chemise ouverte, il parlait aux entrepreneurs, il a embarqué tout le monde là-dedans, y compris moi, en tout cas la première fois. Et aujourd'hui, quand je regarde la France, fuck quoi. Les grosses startups françaises, c'est des startups qui agissent justement sur des réglementations. Vente privée a été la première. Il y avait un problème avec la réglementation des soldes. On a trouvé un contournement avec vente privée. Doctolib, on sait pas c'est compliqué de prendre un rendez-vous chez le médecin. Blablacar, la SNCF, il y a des trous dans la raquette. Ouais, t'as des trucs pas mal. T'as, par exemple, Miro, tu vois. C'est un truc autonome, c'est du gaming. Le mec, il cartonne, tu vois. J'ai entendu dire qu'il était pas très loin du milliard de chiffre d'affaires. Donc il y a des trucs, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre géant? C'est encore trop tôt. C'est vrai que la Silicon Valley, on se compare à la Silicon Valley, ce qui est ridicule. 60 ans. La Silicon Valley a 60 ans. Hein, donc, 60 ans. Donc il va falloir encore attendre. C'est ce que je dis tout le temps. Ouais. Moi, je dis, je suis désolé, mais vous pouvez pas jouer les enfants gâtés. Vous devez donner du temps au temps, ça va se compter en génération. Moi, je pense qu'on a eu une belle séquence quand même, tu vois. Je pense que avant, d'ailleurs, Macron... Le truc est parti un peu avant, 1 ou 2 ans avant. Bah, les pigeons, hein. Avec Fleur Pellerin. Hein. Les assises le mouvement entrepreneurial. Ce que je veux dire, c'est que tu as eu une dynamique qui est partie peut-être 2-3 ans avant, où tu as commencé à avoir des petits entrepreneurs à droite à gauche en grand nombre. Et surtout, le truc qui m'a frappé, c'est tu allais à Centrale ou tu allais à HEC, les mecs, ils voulaient plus aller bosser dans le CAC 40.
Et ça, c'est vraiment bon signe. Ouais. Et c'est encore vrai, visiblement. Moi, j'ai interviewé Cédrico, là, il n'y a pas longtemps, à ta place, d'accord. et qui disait exactement la même chose. On a quand même créé une génération de jeunes hauts diplômés qui ont envie de créer des boîtes. Et ça c'est vrai. Tu vois, c'est bien. Tout à l'heure, je te parlais de culture. Souvent, la culture, c'est plus dur à bouger que le reste. Ben, on a bougé le truc. Tu vois, on l'a vraiment bougé. Et ce qui me frappait, moi, c'est jusqu'à il y a 1 an et demi, tu avais des équipes qui venaient de l'étranger monter leur boîte à Paris. Tu vois, j'ai un reproche à faire à l'écosystème français, c'est son franchouillardisme. Je suis d'accord. Une stat, Gilles, parce que je voulais justement... Sur les licornes, les fondateurs de licornes. Non, mais oui, dans la Silicon Valley, 60% des ingénieurs... Et je le dis tout le temps. ...sont immigrés. Tu sais quoi ? J'ai mieux encore. JP Ballard. Les licornes créées entre 2021 et 2023, 60%, c'est des mecs qui sont arrivés aux États-Unis dans les 10 ans qui précèdent la création de la boîte. Ça veut dire qu'ils sont encore sous visa, peut-être. Quasiment. Ça veut dire que les mecs sont venus pour créer la boîte là. Bien sûr. Tu vois, donc, ça veut dire que ton système, il a atteint sa vitesse de libération. C'est-à-dire que tu fais plus rien, t'as des mecs qui arrivent de l'étranger pour créer des boîtes, quoi, tu vois. Il y a un système d'attractivité. Voilà. Et à une échelle incomparablement plus basse, on en était là. On avait des mecs qui venaient à Paris en disant, finalement, c'est quand même sympa de vivre dans cette ville. Moi, je viens de Berlin, je viens des US, je viens du Moyen-Orient, je viens créer ma boîte là-dessus. Et ça s'est arrêté. Plateau de Saclay. Tu sais combien parmi les ingénieurs sur le plateau de Saclay, combien sont étrangers ? 50% ? 92% sont français. Oh putain. Il n'y a que 8% d'ingénieurs donc immigrés. Tu vas à Stanford, t'es à quoi ? 70% ? 70%. Ouais. Non, mais alors ça, tu vois, voilà. Pour moi, je leur ai toujours dit, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais il faut beaucoup d'humilité. Il faut arrêter de se la péter, tu vois. Ça, c'est vraiment important. On va tous mourir. Donc, autant, tu vois, être cool, et puis voilà. Et puis, on est tous mauvais, quelque part. Parce que comme ça, t'apprends plus, déjà, pour commencer. Et puis, si tu veux, c'est le mec qui vient de l'étranger, il est plus riche que toi, quoi. Il voit parce qu'il a ta culture et il a la sienne. Et ça, tu vois, moi, je pense que ça n'a pas de prix quand tu montes une boîte. Le mec, il sait pas coder comme toi, il pense pas comme toi, il voit pas le marketing comme toi, et tu te confrontes à lui, et de ça sort, c'est 1 + 1 = 3. Tu vois, et j'observe quand même les écosystèmes. Moi, je me balade quand même pas mal. Les écosystèmes qui marchent. Tu vois, par exemple, un truc dont on parle pas beaucoup, c'est Berlin et Londres. On n'en parle pas beaucoup. Mais Berlin, ils ont le même nombre de licornes que nous, donc c'est facile. Et Londres, ils en ont 2 fois plus. Même beaucoup plus. Ouais, ils en ont 40. Et en sortie, en revanche, c'est colossal. C'est-à-dire qu'on est sur un facteur de x10. Quand tu regardes dans cet écosystème, t'as quoi ? T'as des Indiens, des Pakistanais, des mecs qui viennent du Moyen-Orient, et des mecs qui sont... Des mecs qui veulent traverser la Manche, hein. Limite à la nage, des fois. Ouais, alors je les ai pas vus dans les startups, mais j'adorerais, mais j'ai vu, en tout cas, ce dont je te parle. Et ces mecs-là, ils sont venus, en général, pour faire Cambridge ou Oxford. Oxford et Cambridge, je pense, c'est les 2 tiers des licornes britanniques, tu vois. Ça veut dire que nos hautes écoles à nous, elles sont réservées aux Français, trop réservées aux Français ? Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et quand on regarde les universités américaines, elles sont remplies de Chinois, d'Indiens, d'Européens. Et c'est ça qui va piper le truc, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes les licornes françaises, t'as Octave Kabla, t'as 2 mecs, quoi. Tu vois, t'as 2 mecs. Et ça dit beaucoup, je pense. Toi, tu es un grand défenseur, tu crois encore à cette souveraineté numérique européenne qu'on doit créer ? C'est très compliqué. Ouais. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Mon point de vue, c'est que si tu veux avoir moins d'emmerdes, tu as plutôt intérêt à produire un peu. Tu vois ? Et donc... Faire ça prend beaucoup de temps. On a mis 30 ans à péter ce pays, on mettra 30 ans à le reconstruire. Même chose pour l'Europe, d'ailleurs. Tu vois, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais voilà là-dessus. Je pense qu'il faut, pour les trucs un peu critiques de souveraineté, trucs militaires et tout ça, évidemment, il faut maîtriser le truc là-dessus. Après, si tu veux, il faut bien comprendre que ce qu'ont fait les Américains avec TSMC, c'est pas du tout la culture américaine. C'est un truc, les mecs se sont forcés comme des oufs
poussés comme des malades par le DoD, et ils sont en train de se prendre un bouillon, en réalité. Ils sont 2 générations en retard sur les Taïwanais, donc ils gravent à 2,8, 3 nanos, là où les Taïwanais, ils sont à quasiment 1,2. Et ça veut dire quoi? Juste pour que les gens comprennent. Oui, explique ça, parce que pour les gens, ils comprennent pas l'importance du niveau de gravure qu'en fait, on est en train de parler des puces, des chipsets. Tu vois, c'est très facile. Tu as ce qui s'appelle un wafer. Un wafer, c'est un truc, ça fait 20 cm de diamètre à peu près, et dessus, tu vas mettre... je sais pas, 200, 300 microprocesseurs que tu vas graver dans ce truc-là. Voilà. Si tu as une taille de gravure, on va faire simple, de 4. Donc ça veut dire que en longueur, tu mets, on va dire, un certain nombre de transistors, et en hauteur, tu en mets un certain nombre. Si tu as une table de gravure de 2, c'est-à-dire qu'en longueur, tu en fais 2 fois plus, et en hauteur, tu en mets 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça veut dire que avec ton même wafer, tu fais 4 fois plus de microprocesseurs. Et donc, tu as une puissance... Donc, ça veut dire que si tu as un mec qui dit « Ouais, moi, mon EBITDA de mon truc, c'est 60%, tu vois, parce que c'est à peu près ce qui sort, c'est que de l'EBITDA, ces machins-là, puisque tu as beaucoup de CAPEX, et ben l'autre, il est à 30. Comment tu veux réussir? C'est impossible, en ayant des mecs qui partent sur la même ligne de départ, en achetant les mêmes machines, d'être rentable. Donc, qui paye la différence? Contribuable américain, l'armée américaine. Tu as un prix qui s'appelle la souveraineté, la sécurité des supply chains et tout ça. Voilà, donc pour ça, tu dois le faire. On fait la même chose à Dresde, d'ailleurs avec Intel en Europe. Mais si tu veux, l'idée de dire faut recomposer de but en blanc, ça marche pas. Tu vois, ce qui marche, c'est peut-être de créer un écosystème fort et puis petit à petit de dire voilà, cette messagerie, on a besoin que, pour la raison de sécurité, elle soit chez nous. Les Indiens font ça actuellement et ils réussissent. Avec une super app qui gère ton identité, ta ouf, messagerie, ouais. etc. Alors, c'est pas une super app, hein, c'est une super open source. Ouais. C'est des apps. C'est très intéressant parce que c'est une architecture qui est plutôt de type FOG, c'est-à-dire décentralisée. Et donc, c'est intéressant parce que comme l'Inde, c'est un État fédéral, ça permet aux États indiens de s'emparer de la technologie. De fabriquer par-dessus. Et de fabriquer par-dessus, exactement. En Europe, on a choisi, encore une fois, plutôt de réguler les Américains. Ouais, on a choisi de réguler. Et il y a eu pas mal de gens qui ont orienté le droit pour qu'il soit effectivement un facteur de régulation des plateformes américaines. Alors, il y a des textes spécifiques pour ça. Le DSA, DMA, c'est vraiment, ça vise les Américains, surtout le DMA et le DGA, qui visent les Américains. C'est quoi la stratégie, là? Est-ce qu'il n'y avait pas une stratégie, quelque part, on va foutre des bâtons dans les roues des Américains parce que ça va nous permettre de gagner du temps pour nous mettre à niveau? Moi, je suis peut-être très candide, hein, mais j'ai quand même... T'as suivi ça de près? Ouais, d'assez près. Et tu discutes régulièrement avec Thierry Breton? Non. En tout cas, non. Je connais bien son administration, je vois ce qui se passe. Ça m'arrive de le croiser, mais on se tape pas sur le ventre, loin de là. Tu vois. Mais le DMA, l'idée c'était de dire, et je pense que les Américains auraient dû le faire en réalité. L'idée c'était de dire, ces conglomérats sont trop gros et empêchent l'innovation en dessous. Et je vais te dire, aux États-Unis, quand tu vas avoir un VC, une des questions qu'il va te poser, c'est what if Google makes it? Tu vois? Et si tu sais pas répondre à cette question, t'as pas son argent. C'est pas compliqué. Et si tu veux, on devrait pas se poser cette question. On devrait être dans une situation où il y a une concurrence. Tu sais, le libéralisme, c'est super, mais il y a un truc qui a été inventé dans le libéralisme, c'est l'antitrust. Ouais. C'est l'antitrust depuis le Sherman Act, 1911. Voilà. Et les gens me disent toujours, ouais, mais la régulation, c'est pas bon. La régulation fait partie du libéralisme. C'est juste qu'il faut pas qu'elle soit débile. Tu vois, et donc le DMA met des conditions d'ouverture. Par exemple, tu dis, je veux utiliser, je dis n'importe quoi, mais Gmail avec le Maps qui est le mien. Donc quand tu tapes sur un lien dans Gmail, ça t'envoie sur ton Maps plutôt que sur Google Maps. Apple. Tu vois, voilà. Moi, je pense que c'est vertueux. Et pour une fois, c'est du code. C'est du droit qui s'applique directement sur du code. Quand tu fais la directive cookie,
bah, tu arrêtes pas de cliquer sur j'accepte les cookies, je rejette les cookies. Ça fait chier tout le monde. Ça fait chier tout le monde, plutôt que de le mettre dans ton navigateur avec un bout de code qui a été... Mais parce qu'on n'en a pas de navigateur. Oui, mais... Ça aurait voulu dire de le mettre dans celui de Google ou non, d'Apple. parce que moi, ce que j'aurais fait, c'est ce que j'ai dit à la commission à l'époque. J'ai dit, ben, on fait un Git, on met un bout de code dedans. Ouais. Le code, il est fait en mode citoyen par... il peut forker et tout ça. Et puis, la commission dit que le truc est officiel ou pas. Si on considère que ça correspond à la loi, on dit que c'est officiel ou pas. Mais au moins, tu te fais pas chier, tu règles une fois pour toutes, quoi. Tu vois, c'est... Et je leur ai dit tout le temps ça. Je leur ai dit, pour tous les droits qu'on émet, on devrait faire des Gits. Ce que dit Tariq aussi, quoi. En fait, Tariq Krim dit la même chose. Là, sur ce Depuis point. des années, quoi. En fait, On est d'accord. vous êtes d'accord là-dessus, quoi. Toi et moi, on a connu le Web 1, l'Internet, le début, quoi, en fait, l'avènement. C'est vrai. Puis ensuite, le Web 2. Ouais. Avec Et le Web 3. le Web 3. Et non, mais le Web 2 avec toute cette liberté. Ah ouais, c'était génial. C'était génial. C'était ouf. C'est-à-dire, quand tu avais fait du PHP, du MySQL ou du HTML, et tu voyais tout d'un coup la puissance de cette technologie qui débarquait dans le browser, Ouais. tu te disais, waouh. Et je pense que celui qui l'a mieux compris, c'est Zuckerberg. Franchement. Je pense qu'il a compris qu'on pouvait réussir à faire un truc hyper sophistiqué avec toute l'interaction qui est dans la page web. En fait, techniquement, c'est quand même une prouesse qu'il a fait. Un truc vraiment compliqué. Et je pense que, je sais pas ce qu'il a lu, mais parce qu'il est quand même psychologue au départ, tu vois, mais il a compris très très bien ce que c'est qu'une virtual machine. Il a vraiment bien compris la technologie. Ben justement, ce retour aujourd'hui, ce retournement de veste de Zuckerberg qui veut renouer avec ses racines et au début de ce que était Facebook, avec toute la liberté, lui il dit en fait ce Web 2 il a amené aussi tout un tas de vents de liberté, de choses comme ça. Est-ce que t'as pas l'impression que justement là il y a une sorte de retour de l'internet à alors il y a aussi des intérêts, c'est un grand opportuniste, hein, on est d'accord, hein, Zuck, mais est-ce qu'il n'y avait pas la peur, la crainte justement de... On se rappelle de ces images de lui en cravate, transpirant un peu robot, face au Sénat, où il essaye d'être un bon élève et n'y arrive pas. Il se fait défoncer. Il se fait défoncer. Et je pense qu'il se dit, bon, bah ok, j'ai essayé d'être un bon démocrate, je vous ai écouté, je me suis excusé, je me suis même levé, j'ai parlé devant les familles, j'ai imploré votre pardon, et je m'en suis pris plein la gueule. Je pense que c'est un trop petit mec par rapport à l'enjeu. Je pense que c'est un type qui n'a pas l'envergure pour faire ce qu'il fait. C'est un mec brillant, smart. Il aurait dû partir ? Je pense que il est... En fait, une grande partie de son enjeu, c'est un enjeu qui le dépasse, qui est un enjeu politique. Et voilà, et le fait qu'il ait des oscillations aussi fortes, il fait du MMA, il devient masculiniste et tout ça, c'est qu'il se laisse s'emporter par le moment, tu vois. Il dit qu'il s'est fait intoxiquer par Sheryl Sandberg. Il dit ça ? Ouais. C'est pas très cool pour elle parce qu'il a vraiment... D'abord, elle a fait... C'est elle qui l'a fait. Elle est partie il y a 12 mois. C'est drôle, c'est intéressant. Elle a quitté le board. Ça fait que 12 mois. Ah, du board ? Ouais, du board. D'accord, de il y a Meta. 12 mois. Ouais. Si tu veux, Sheryl Sandberg, elle a ses qualités, ses défauts. Moi, je l'ai rencontrée à 3 reprises et je l'ai trouvée extrêmement forte. Il se trouve que Dave Sandberg, qui était son mari, était un de mes amis. Ah ouais ? Voilà, on était assez copains, donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans un contexte privé. Et je l'ai revue évidemment à Meta. Mais voilà, tu sais quand tu croises une personnalité extraordinaire. Et encore une fois, je suis pas. Moi, je les ai beaucoup défoncés et donc et parfois ils ont dû me gérer littéralement en France. Mais je reconnais ça là-dessus. Et qui dit ça, ça le grandit pas. Voilà. J'ai une dernière question pour toi, Gilles. Je me suis posé la question pourquoi t'es pas investisseur ? Je le suis, mais très discrètement. Voilà. Donc je fais 2 deals par an en réalité, et je le fais de façon très discrète. Donc, parce que tu as gagné pas mal d'argent, tu as revendu tes boîtes, etc. Donc je me posais la question du coup, qu'est-ce qu'il fait de son pognon, Gilles ? Écoute, ce que je fais de mon pognon... Ça te regarde ? me regarde. Mais pour ce qui regarde de la technologie, il m'arrive d'investir. Ok. Une dernière question un petit peu provoque.
Comment ça se fait que Gilles Babinet, tu as été là depuis le début, tu as été à l'origine de ce Conseil national du numérique, tu fais ça depuis 15 ans. Pourquoi ils t'ont jamais proposé d'être ministre du numérique? Parce qu'en plus, j'ai l'impression que tu t'es en plus... Je te provoquais tout à l'heure en disant que tu t'es bureaucratisé un petit peu. Je trouve que tu serais un fabuleux... Maintenant, tu connais l'appareil politique, tu sais comment ça fonctionne. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut vraiment fermer sa gueule. Et j'ai peut-être un peu du mal à faire ça. Et puis je vais te dire, je connais pas beaucoup d'anciens ministres heureux, soit dit en passant. Et je me demande si le fait d'être... Et riche, tu l'es déjà. Un peu parce dans qu'il y a certains anciens ministres qui deviennent riches grâce... Par ailleurs. Par ailleurs. Mais le fait d'être... Je me demande si t'as pas plus d'influence quand t'es à l'extérieur que dedans. Tu penses qu'aujourd'hui... Je me pose la question. Parce que tu vois, quand je dis un truc, les gens se disent pas, ouais, il parle pour son parti, pour sa chapelle, pour son truc, quoi. Je le dis parce que je le pense et que je pense que c'est bon pour mon pays, pour l'Europe, pour tout le monde. Et j'aime bien cette situation-là. J'ai souvent eu cette conversation avec des copains, évidemment, comme tu t'en doutes, là-dessus. Il y a eu des moments où j'aurais pu donner un coup de fil et peut-être qu'il serait passé quelque chose, tu vois. Bon, on en est là. Prochaines élections présidentielles, un candidat Xavier entrepreneur. Ouais. Moi, je le souhaite. Hein. Ça serait top. Moi, j'ai lu son dernier bouquin. On n'arrête pas de te le dire, Xavier. À chaque émission, il le sait bien. Je lui ai même écrit en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fous ?» et... Il veut pas y aller. Dernièrement, j'entends dire des trucs. C'est pas lui qui me dit ça, mais j'entends des trucs. Donc, il faut continuer à le lui dire, à le lui répéter. Ouais. Mais ça serait pas mal, un entrepreneur de la tech. Je pense que pour la France, ça serait pas mal, parce que... En opposition aussi à Musk. De Trump voilà. et Musk, qui Exactement. sont quand même des mecs hyper réac, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. On peut pas taxer Xavier de ça. C'est un mec ouvert, qui est très respectueux de toute forme de minorité, qui l'a montré d'ailleurs. Je pense que ça serait bien. Merci Gilles d'être venu dans Off the Record. Non, merci, c'est un super format que tu fais, c'est très sympa. T'as apprécié cette conversation ? J'ai aimé la conversation et puis j'ai aimé la façon dont je t'ai vu par le passé interviewer des gens. J'aime bien le truc. Et je trouve très intéressant, tu vois, on en parlait tout à l'heure, la double culture. Tu vois, parce que t'as passé quoi, 20 ans maintenant aux US ? 15 ans. Donc tu comprends ce qui se passe là-bas, tu vois. Et puis en même temps, t'es français, tu vois, aussi. Et ça tu sais très bien que tu comprends des trucs que les autres ne comprennent pas. C'est la même chose dans le code. Tu vois, quelqu'un qui vient d'Inde, qui a fait l'école d'ingénierie de New Delhi, qui débarque à Palo Alto et qui monte une start-up avec un mec qui sort de Stanford, c'est beaucoup mieux que de mecs qui sortent de Stanford. Exactement. Espérons qu'il y ait plus de mecs de New Delhi sur le plateau de Saclay. Ouais, exactement. Bon, merci à tous de nous regarder de plus en plus nombreux. Laissez-nous des commentaires sur cette émission si vous avez des questions. Je lis tous vos commentaires et je prends soin de vous répondre. Rendez-vous pour un prochain numéro de Off the Record. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt. Hasta luego, amigos. Bye bye.